Cordella Telga, bonjour, présidente PS de Conseil régional d'Occitanie, présidente de l'Association des régions de France. On est dans votre région aujourd'hui à Montpellier pour le Congrès des régions, placé sous la République de la confiance. Vous êtes exprimé tout à l'heure en ouverture, vous avez déclaré cette phrase assez forte qu'on a l'habitude d'entendre au Congrès des régions, il faut arrêter en quelque sorte que voilà, on ne peut plus tout décider au niveau central. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de Jean Castex, le Premier ministre, qui doit s'exprimer tout à l'heure en clôture ? Les présidentes et les présidents de région, ils veulent faire, ils veulent répondre aux problématiques du quotidien de leurs concitoyens, mais également pouvoir anticiper pour ne pas subir les crises, que ce soit les conséquences de la crise sanitaire au point de vue économique ou social, ou bien sûr la crise climatique. Et pour pouvoir faire, on a besoin de moyens budgétaires. Donc nous allons demander à Jean Castex qu'il n'y ait pas de baisse de dotation, alors qu'aujourd'hui c'est envisagé dans le projet de loi de finances, et puis également qu'il y ait une contractualisation sur la question des mobilités, parce que c'est un sujet qui revient parmi les premières préoccupations de nos concitoyens. Tout à fait, et on vient d'en parler avec Jean Rotner, qui est le président de la commission dédiée. Mais je voulais revenir sur le projet de loi de finances qui, comme vous l'avez rappelé, a été présenté mercredi dernier au Conseil des ministres, qui devrait arriver en début de semaine prochaine à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez les fameux 177 millions d'euros, si je ne me trompe pas dans les chiffres, que vous demandez au gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une revoyure et que le gouvernement va vous écouter sur ce sujet ? Je l'espère, puisqu'il n'y a aucune collectivité qui a vu de baisse des dotations. Au contraire, ces derniers mois, ce sont des augmentations de dotations qui ont été annoncées pour les métropoles ou pour les communes. Je ne vois pas pourquoi les régions qui ont vu leur situation financière se dégrader plus fortement que les autres collectivités, parce que nous avons dû prendre en charge plus de dépenses sanitaires, plus d'actions d'aide pour les entreprises. Je ne comprendrais pas pourquoi les régions seraient pénalisées alors que ce sont des acteurs majeurs de la relance. Nous faisons partie de l'équipe France et nous avons besoin d'avoir des moyens budgétaires pour répondre à cette question de la souveraineté sanitaire, souveraineté industrielle, énergétique ou alimentaire. Très bien. Et justement, est-ce que, aussi pour remettre la relance sur les rails, transition hasardeuse, je vous l'accorde, est-ce que justement vous attendez des espèces sonnantes et trébuchantes en matière de mobilité, dans la continuité du rapport de Philippe Duron, qui appelle aussi un peu à compenser toutes les pertes de recettes? On ne va pas parler du cas d'Île-de-France Mobilité, on le connaît tous, ils ont perdu plus d'1 milliard, ils ont été compensés. Là, ils redemandent à l'État d'être aidé, mais plus généralement, les régions espèrent avoir davantage de moyens pour garder la face en matière de mobilité. Le rapport Duron le mentionne bien. Nous sommes arrivés au bout d'un système qu'il faut complètement revoir sur le financement des transports et des mobilités. Mais pour autant, nous avons besoin, en effet, d'avoir une compensation des pertes de recettes tarifaires sur l'année 2021, parce que cela représente un manque à gagner qui est très très fort. On ne peut pas, les régions, avoir une augmentation de nos dépenses, des dépenses, par exemple, de masques, alors que c'est l'État qui aurait dû les acheter, d'avoir quasiment doublé pour la plupart le budget d'aide aux entreprises, et en même temps avoir des recettes qui sont en diminution très nette. Là, en même temps, comme vous dites, c'est cher au président Macron depuis 4 ans. Les régions ont plusieurs compétences qui pourraient leur permettre d'avoir les coups des franches, le développement économique, l'aménagement du territoire, les mobilités. Qu'est-ce qui manque encore, puisque je pense au livre blanc que vous avez annoncé en juillet dernier quand vous avez été élu président de l'association Régions de France. Ce livre blanc, vous voulez faire avec les 3 autres mousquetaires, si j'ose dire, l'AMF, l'ADF et le président du Sénat Gérard Larcher. Qu'est-ce que vous allez y proposer pour le soumettre ensuite aux candidats et candidates à l'élection présidentielle ? Nous allons proposer que l'État se concentre sur les missions régaliennes et que nous puissions, l'ensemble des collectivités, parce que nous allons, comme vous l'avez dit, le rédiger à 4, nous allons présenter de nouveaux dispositifs sur les missions qui peuvent être données, sur la question, par exemple, de l'orientation. Les régions, nous voulons être beaucoup plus actives en ayant des réelles prérogatives. Aujourd'hui, il y a une loi, mais qui n'est pas opérationnelle. C'est également la question de la santé, où nous souhaitons là aussi pouvoir donner plus de pouvoir au département pour toute la question du médico-social, mais aussi toute la question de la prévention et la question aussi prévention pour les jeunes,
par rapport à la santé, mais aussi prévention par rapport à la dépendance. Nous pensons également à la question du service public de l'emploi qui doit être beaucoup mieux coordonné parce qu'aujourd'hui la problématique des recrutements que connaissent nos entreprises, ce n'est pas une problématique de place, de nombre de places, c'est de lever les freins pour l'accès justement aux formations. Quel frein il faut lever justement? Parce que suite à votre interpellation tout à l'heure de la ministre, je l'ai croisée et je lui ai posé la question qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la loi de 2018? Parce qu'elle m'a rétorqué la loi de 2018 donne une compétence sur l'orientation en région. Dans les faits, c'est l'État qui continue à fixer la politique nationale et ensuite ça redescend au niveau des régions. Donc concrètement, qu'est-ce que vous en attendez, vous, pour matcher, si j'ose dire, les offres d'emploi régionales, locales et les directions régionales de Pôle emploi? Parce qu'aujourd'hui, vous demandez, enfin, vous ne l'avez pas dit aujourd'hui expressément, mais les régions ont l'habitude de demander la régionalisation de Pôle emploi. Est-ce que ce serait justement la bonne solution? Là, nous ne demandons pas la régionalisation de Pôle emploi. Pour l'instant, ce que nous demandons dans ce contexte de crise, de difficulté de pouvoir des postes, alors qu'on a quand même un taux de chômage encore élevé, c'est qu'il y ait des déclinaisons régionales beaucoup plus souples. Et nous voulons travailler avec l'État, la directe, avec Pôle emploi et les régions pour faire en sorte que les crédits de l'État puissent se consacrer à l'augmentation de places de formation dans les secteurs en tension, en particulier c'est les services à la personne, et après, nous, les régions, que nous puissions intervenir sur les freins pour accéder aux stages, aux formations, c'est-à-dire la mobilité, c'est-à-dire la question de la garde d'enfants, et que cela soit un continuum dans le parcours de formation. Mais ça nécessite de travailler avec toutes les échelles de collectivité, de la commune à la région, en passant par les intercos et les départements. Est-ce que dans votre région, par exemple, qui regroupe nombre de départements, c'est quelque chose qui est possible? Enfin, sur la question des mobilités, c'est quand même la région qui est un bien sûr, majeur. Mais donc, vous parlez de la garde d'enfants, c'est un problème aussi qui peut se résoudre au niveau de l'action sociale des départements ou même de politique communale. Tout à fait, mais la région est habituée à travailler en PAC sur la question économique, c'est avec le réseau consulaire. Et donc sur la question en effet des gardes d'enfants, on saura également travailler aussi bien avec le bloc communal qu'avec le bloc départemental. Très bien. On est toujours en direct. Je surveille aux prochains intervenants. Et Madame la Présidente, je voulais vous demander aussi... est-ce que on a François Sauvadet qui vient d'être élu président de l'Assemblée des départements de France, on a un successeur à François Baroin dans les prochaines semaines. Je ne vous demande pas votre préférence, vous me répondrez sans doute joker, entre David Lisnard et Philippe Laurent. Ah non, je dirais ma préférence, oui. Alors vous prononcerez le moment venu ou vous le direz aujourd'hui? Ah non, je peux le dire aujourd'hui, oui. Moi, je soutiens donc le duo David Lisnard et André Léniel, tout à fait. Pourquoi ce duo plutôt que Philippe Laurent et sa liste? Parce que c'est un duo qui connaît très très bien les enjeux des communes et surtout qui a une volonté de défendre le fait communal, de défendre la décentralisation et qui n'est pas dans une démarche, on va dire, qui est plus sur une vision centralisatrice et qui n'est pas vraiment dans l'offensive pour la décentralisation. Vous êtes engagé dans la campagne d'Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle. En France, on l'attache à tort ou à raison à la ville de Paris et ce qu'elle peut faire aussi à l'échelle de la métropole, dont elle est les premières vice-présidentes. Quelles sont les propositions territoriales que vous allez lui soumettre, ou que, même si elle a aussi sa vision des choses évidemment, pour justement se différencier de ses camarades dans le débat politique actuel? Non mais cela, il y a une équipe projet dans laquelle je suis, donc autant je vous dis pour qui j'appellerai à voter pour la présidence de l'AMF, autant là je respecte le temps du travail collectif et le temps du projet pour la candidature d'Anne Hidalgo. Très bien. Merci Carl Dalga, merci voilà. Madame la Présidente de Région de France. Voilà. Merci beaucoup.